Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bon déconfinement. Bienvenue dans votre émission L'économie au service de l'homme. C'est aussi la devise du CJD, l'association de dirigeants d'entreprise, qui depuis 1938 met l'économie au service de l'homme et qui vous propose cette émission. Avec toute une équipe de jeunes dirigeants, pendant une demi-heure, nous parlons de vous, d'actions et d'entreprises responsables près de chez nous. Conseils, trucs et astuces, bons à savoir, témoignages, humour, c'est en exclusivité sur Radio Clapas tous les mardis et samedis à 17h. Pour ceux qui suivent avec assiduité l'émission, je rappelle que nous abordons actuellement un par un, sous différents angles, les 9 principes du livre Le choix du vivant. Appliqués à notre société, cela nous concerne tous. Nous avons déjà parlé d'altérité, soit le rapport à l'autre, d'interdépendance. Celle d'aujourd'hui porte sur le sens. Si ce n'est pas clair, pas de panique, voici de quoi éclairer tout ça. Nos entreprises, ce sont nos biens et services, nos emplois, notre protection sociale, une vie sociale. Pour ouvrir la rubrique « C'est carrément près de chez vous », Richard, Yannick et Anne vous proposent comme chaque édition une météo d'un dirigeant d'entreprise. Cette semaine, nous allons prendre des nouvelles du côté des services à la personne avec Élodie. Anne, Élodie, c'est à vous. Bonjour Élodie, merci d'avoir accepté de répondre à cette interview pour les auditeurs de Radio Clapas. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bonjour Anne, bonjour à tous. Je suis Élodie Saulnier, j'ai 37 ans. Je dirige une agence de service à la personne qui s'appelle Hello Service. Nous intervenons au domicile d'actifs, chefs d'entreprise, salariés ou professionnels libéraux pour des prestations de ménage, repassage, garde d'enfants et jardinage financées par les entreprises. Nous sommes 35 collaborateurs. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la décision la plus importante que tu aies prise ces dernières semaines ? Oui, la décision la plus importante, voire la plus difficile de ces dernières semaines, voire même depuis le début, depuis que je suis dirigeante, c'était le lundi 16 mars au matin et la décision de stopper notre activité pour la sécurité de tous, clients comme intervenants. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe avec tes collaborateurs du coup ? Alors, n'ayant pratiquement plus d'activité depuis 2 mois, nous ne sommes plus dans le quotidien de nos intervenantes. Nous prenons des nouvelles régulièrement, mais les échanges sont plus courts et plus distants. On sent que certaines ont hâte que le travail reprenne et d'autres beaucoup moins. Tu sais peut-être que le thème de l'émission cette semaine, c'est le sens. Est-ce que tu peux partager avec nous ce qui fait le plus sens pour toi en ce moment ? Oui. Pour l'entreprise, c'est incontestablement la sécurité de nos collaborateurs. Et de manière plus générale, c'est la solidarité et le vivre ensemble. Est-ce que tu apprends quelque chose de nouveau en ce moment ? Oui, j'apprends plein de choses. J'apprends à lâcher prise, à accepter que je ne sois pas maître de la situation et à être OK avec ça. Pas chercher à maîtriser malgré tout, attendre que ça arrive et m'adapter en fonction. Et ça, pour moi, c'est déjà beaucoup. J'apprends aussi à profiter du temps qu'on m'offre pour prendre soin de moi. Et j'apprends à utiliser Teams. Ça, c'était pas une mince affaire, mais je deviens de plus en plus experte. Est-ce que tu as eu des coups de gueule ces derniers jours ? Oui, j'en ai 2. Le premier, il est sur le temps passé et les déclarations à effectuer, les textes de loi à devoir interpréter, tout ça pour justifier que tu ne puisses pas travailler. Et le deuxième, c'est sur l'intervention des maires, sur la réouverture des écoles, qui aura pour moi forcément des conséquences inégalitaires pour les enfants comme pour leurs parents. Ok, merci Élodie. Est-ce que tu as eu des kiffs ? Oui, heureusement. Apprendre à travailler différemment, j'aime beaucoup ça en ce moment. Les élans de solidarité qui viennent de toutes parts, ça c'est des vrais kiffs. Et le soleil qui est enfin là et qui met du baume au cœur, ça c'est mon kiff du jour. Merci Élodie, merci. Merci Anne, merci Élodie. Vous faites partie du CJD, l'association de dirigeants d'entreprise qui vous propose cette émission et dont Pierre est actuellement président.
Nous poursuivons notre série autour des 9 principes du livre Le choix du vivant, coécrit par Éric Julien et Marie-Hélène Strauss. Aussi, Pierre aborde pour nous aujourd'hui le 3e thème sur 9 avec la question du sens. Le sens appliqué au monde du travail avec un nouveau témoignage de chef d'entreprise près de chez nous. Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, je voulais aborder avec vous la notion de sens pour le travail et la question de la motivation des parties prenantes pour coopérer dans un projet d'entreprise. En effet, tout collectif humain a le besoin de trouver un équilibre, un chemin commun pour réaliser un ou des projets. Mais avant tout, pour entraîner ce collectif, il faut que le projet ait un sens, ce qui démultiplie la capacité d'action des personnes qui contribuent au dessin de ce projet. Un des plus beaux outils à la disposition de l'entrepreneur est la raison d'être de l'entreprise. Et on pourrait même parler de raison d'agir. Cet outil doit s'actualiser et s'ancrer dans le présent proche avec ce qu'on appelle une vision d'entreprise. Cette vision d'entreprise est d'autant plus efficace pour l'entreprise si elle est co-construite avec le collectif, car son appropriation est une des clés de réussite majeure du projet entrepreneurial. En ces temps de crise, nous avons constaté que l'ensemble des entreprises étaient en train de reprendre la base du projet pour redonner à eux-mêmes dirigeants et aussi à leurs collaborateurs le sens renouvelé de ce que l'on doit revisiter au sein de l'entreprise. Sur le sujet de la vision partagée, j'ai souhaité vous faire rencontrer aujourd'hui un entrepreneur près de Montpellier, Julien Cavador, qui est dirigeant de l'entreprise Ampérience. Bonjour Pierre, donc je suis Julien Cavador, dirigeant de Ampérience depuis quasiment 19 ans maintenant. J'ai repris l'entreprise suite une entreprise familiale suite à une maladie de mon père. Cette entreprise appartenait à mon grand-père, donc je suis la 3e génération et aujourd'hui ça fait plus de 61 ans que l'entreprise existe. On est autour de Montpellier et on réalise des travaux d'installation courant fort et faible, donc des installations électriques dans les bâtiments tertiaires et industriels. Je crois savoir, Julien, que vous avez repris l'entreprise depuis 2014 avec la transition avec votre père. Quelles étaient vos premières, on va dire, décisions et puis comment avez-vous commencé à conduire cette entreprise? Alors, je suis dirigeant officiellement sur le papier depuis 2014, comme vous dites. Cependant, mon père était tombé malade donc bien avant et le temps que les statuts juridiques et tout se fasse, le rachat a été fait après coup. Donc j'ai racheté l'entreprise à mon père. La première chose que j'ai mis en place quand je suis arrivé, c'est déjà faire un état des lieux parce que je n'avais aucune expérience. J'avais 19 ans. J'étais pas du tout prêt à reprendre l'entreprise familiale. J'y travaillais dedans, mais pas pour but de faire une carrière spécialement de dirigeant. Mais voilà, de force ou de gré, je ne sais pas comment on pourrait le dire, j'ai décidé avec les trois collaborateurs de l'époque de partir à l'aventure sans prétention aucune, mais en faisant juste l'état des lieux des forces vives qui existaient. C'était assez naturel pour l'époque et essayer de tirer au mieux notre épingle du jeu et s'en sortir le temps que mon père revienne de convalescence. Sur ce démarrage d'entreprise, aujourd'hui, je crois que l'entreprise, vous êtes plus nombreux que 2 ou 3. Comment avez-vous pu créer cette nouvelle dynamique et peut-être nous partager des éléments de vision, de chemin, d'objectifs que vous avez pu construire ensemble avec cette équipe? Alors, initialement, on a, à l'époque, donc, où il y avait 3 collaborateurs, aujourd'hui, nous sommes 21. Sur les 21 et dans les 3 qui nous avaient accompagnés au départ, il n'y en a plus que 2 qui sont encore présents. Un est parti dans une autre carrière et aujourd'hui à la retraite, mais sinon les 2 autres ont plus de 20 ans de boîte et sont chez nous et ils m'accompagnent depuis tout ce temps et me supportent aussi depuis tout ce temps. Nous avons tout d'abord réussi à maintenir l'activité pendant 2-3 ans au même stade. Ensuite, j'ai essayé de me rapprocher de fédérations ou de mouvements parce que j'ai dû m'entourer de personnes du fait que j'étais incompétent sur certains sujets, notamment la gestion, et faire confiance à beaucoup de personnes. Donc ça, c'est quelque chose qui m'anime encore, c'est-à-dire que je fais confiance aux gens quand il me semble bon. Et mon père étant quelqu'un d'apprécié, beaucoup de personnes m'ont soutenu, m'ont aidé. Et au fur et à mesure, j'ai évolué comme ça, j'ai adhéré
à la Fédération du bâtiment où j'ai pu trouver des moyens techniques par rapport aux professions du bâtiment, mais je suis resté très longtemps sans réponse aux questions de dirigeants au sens propre. Et puis en 2012, j'ai eu la chance qu'on me présente le CJD et j'ai postulé pour y rentrer. Et là a été le début d'une aventure, d'une transformation clairement de l'entreprise et une structuration et pensée de dirigeants où il a fallu que pour le coup, pour la première fois de ma vie, on me dise il va falloir que tu écrives une vision d'entreprise, une stratégie d'entreprise à moyen terme et long terme. Et voilà où a démarré le début de cette vision et de cette stratégie. Et j'ai refait un état des lieux. J'ai fait un GAD qu'on appelle au Centre des jeunes dirigeants, c'est un groupe d'aide à la décision, où des personnes m'ont posé les bonnes questions et la résultante de ce groupe d'aide à la décision, c'est qu'il fallait à un moment donné laisser de la place aux dirigeants que j'étais, parce que ça faisait bien maintenant 6-7 ans que j'avais repris l'entreprise proprement et où je gouvernais tout seul l'entreprise avec mes collaborateurs étroits, mais où les décisions ne m'appartenaient qu'à moi en tant que dirigeant. Et in fine, la décision, c'était qu'il fallait que je fasse grandir l'entreprise pour pouvoir me libérer un peu de temps du fait que je travaillais énormément. Mais au final, la vraie question était de pourquoi il faut que je me libère de temps et comment ça se fait que j'en avais pas. Et là, ce groupe d'aide à la décision a divulgué quelque chose, c'était d'au final virer mon père. Donc l'entreprise a pris un envol le jour où j'ai décidé de virer mon père. Alors je le dis avec ces mots-là, mais c'est vraiment très ironique parce que je m'entends très bien avec mon père. Mon père est quelqu'un de remarquable et m'a laissé la place du fils qui reprenait l'entreprise et que beaucoup n'ont pas. Je ne l'ai pas volé non plus. Et ce qui m'a permis de parler à un moment donné argent avec son propre père, oser mettre les pieds sur la table, et après parler départ avec son propre père, et lui préparer sa retraite financièrement et psychologiquement pour qu'il puisse lui aussi profiter de ses beaux jours parce qu'il avait suffisamment donné après 2 infarctus. Et donc là, de fil en aiguille, n'étant pas sachant dans tout, que ce soit techniquement, j'utilise aussi vulgairement des fois le mot d'imposteur dans le domaine de l'électricité par rapport à mes concurrents parce que je n'ai pas la compétence de la moitié, d'un quart de tous de mes confrères et je m'appuie sur les gens et je leur pose des questions et après on essaye de trancher ensemble. Alors on dit souvent que le on est un con, mais j'aime bien parler à la 3e personne du singulier concernant le sujet de l'entreprise parce que c'est la meilleure façon pour moi d'arriver à englober les gens dans un projet et que les gens puissent s'identifier dans un projet. Alors ça peut être n'importe quelle partie prenante, interne ou externe, donc les salariés comme fournisseurs, clients, voilà. Tant que faire se peut, on ose dans un milieu où on ne le fait pas et j'ose bousculer un peu les lignes sur le bâtiment et dire aux gens qu'est-ce que vous en pensez. Alors, ce qui peut être un peu changeant ou par rapport et même choquant pour certains, mais ça se fait, ça fait ce bonhomme de chemin. Donc Julien, pour vous, juste avant ces événements du Covid, quelle a été pour vous la vision jusque-là de l'entreprise Enverience? Et puis peut-être nous décrire à quoi vous réfléchissez en ce moment, quelle est peut-être la prochaine action suite au Covid, qu'est-ce qui se passe au niveau de cette entreprise Enverience et avez-vous de nouvelles innovations, une nouvelle vision que vous êtes en train de créer? Alors, avant cet épisode, on avait travaillé il y a un moment de ça sur les valeurs de l'entreprise. Donc, on les a posées, on les a gardées et on véhicule et on rappelle à chaque réunion parce qu'on a toujours des nouveaux entrants dans l'entreprise. Chaque année, on a au moins 1 ou 2 personnes qui arrivent depuis maintenant une dizaine d'années. Donc, ce qui veut dire qu'il faut rappeler et peut-être se poser la question si elles sont toujours d'actualité, les valeurs de l'entreprise. Donc là, ça fait partie des choses où quand on embauche quelqu'un, on essaie de cadrer que cette personne soit dans cet ADN-là et dans les valeurs de l'entreprise. Donc ça, c'était la première des choses à faire. Ensuite, on a aménagé un nouveau lieu de travail qui faisait partie aussi de la vision et de la stratégie à moyen terme pour avoir quelque chose qui nous ressemble, où on a déménagé il y a maintenant 2 ans sur un nouveau site, où les collaborateurs ont conçu leur site de travail, ce qui n'est pas simple en tant que dirigeant, je vous l'accorde initialement, quand on laisse en fait nos collaborateurs dessiner quelque chose et au final sur un patrimoine qui nous est personnel, mais c'était une vraie volonté entre le patrimoine personnel et la stratégie de l'entreprise, qui est la même personne in fine, représentante morale, mais voilà, c'était pas simple, mais ça se fait, et au fur et à mesure, le chemin s'est fait, les gens se sont vraiment appropriés les lieux, et puis ensuite, naturellement, créer du mouvement, ça ne veut pas dire obligatoirement une croissance financière, c'est aussi créer du mouvement en interne, ça peut être des croissances, ça peut être du mouvement, ça peut être... Et tant que vous créez du mouvement dans une entité, l'entreprise n'est pas morte. Si jamais vous créez du mouvement
mais que c'est au détriment du bénéfice ou du chiffre d'affaires, là, ça peut poser problème. Mais généralement, il y a toujours un effet de levier qui fait qu'à moyen terme ou immédiatement, vous pouvez avoir juste de la reconnaissance ou, après derrière, de la reconnaissance aussi financière à pouvoir partager avec vos collaborateurs. Donc voilà, l'objectif, la vision, c'est de créer ma vision toujours du mouvement, peu importe quel qu'il soit. L'effet financier, on l'a à un moment donné, c'est Bill Gates, je crois, qui disait... peut-être que je me trompe, non, c'est pas Bill Gates, c'est le patron de Microsoft, pardon, qui disait soignez vos collaborateurs et ils vous le rendront bien. Et in fine, c'est quelque chose que intérieurement j'avais depuis très longtemps. Et donc ensuite, une fois qu'on a aménagé dans ces nouveaux locaux, on s'est dit, et travaillant au sein du CJD aussi, intellectuellement, quand on parle de mission, voilà, on peut parler vraiment de mission, de qu'est-ce qu'on peut apporter sur la planète. Dans nos métiers, c'est peut-être un peu compliqué. Je suis plus terre à terre et je suis plus cartésien parce qu'on peut pas faire un grand écart. Mais l'idée, c'est de dire qu'est-ce qu'en permanence peut apporter, ne serait-ce qu'aux citoyens. Donc, on a été labellisé l'année dernière Lucie, qui a permis de planter une belle graine en interne et en externe sur des notions RSE pour que les gens puissent s'en approprier. Chacun fait son chemin. Et moi, ma vision d'entrepreneur que j'ai partagée avec les collaborateurs, c'était de dire il faut qu'Empérience, soit l'entreprise où les collaborateurs aient envie d'y travailler dedans, avec, ou ne serait-ce que l'admirer ou la contempler de l'extérieur quand on n'est pas dans le domaine de l'électricité. Un de mes kiffs, en tant qu'entrepreneur, c'est de recevoir des CV aujourd'hui de personnes qui sont dans le marketing, dans la direction, dans les trucs, et de dire que mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de ces postes-là. Mais au final, ces gens-là, s'ils postulent, c'est qu'ils ont un reflet de quelque chose de nous qui est assez positif. Et tant qu'on a ce train d'avance par rapport à notre corporation, ça voudra dire qu'Empérience sera toujours là. Et que naturellement, la croissance, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit humaine, qu'elle soit financière, sera présente. Je n'aime pas mettre des chiffres devant obligatoirement et des objectifs à tenir parce que, comme je vous le disais au début de l'entretien, je suis autodidacte. Et je n'ai pas cette compétence-là d'analyser des tableurs. Par contre, j'ai la compétence et le talent, je pense, de sentir la chose comme elle doit être et comme elle doit faire. Donc, pour répondre à la deuxième question qui était après le Covid ou pendant le Covid, on a tous eu aujourd'hui, on est tous passés par les étapes d'ascenseur émotionnel, de qu'est-ce que je fais, est-ce que c'est bien, pas bien, comment je le fais, est-ce que je reprends mon activité, comment. Tout ça, on y est passé. Alors, pour le coup, entre le CJD et la Fédération française du bâtiment, on a beaucoup travaillé pour se prémunir de ne pas le faire n'importe comment. Donc, je pense qu'on a mis tous les moyens nécessaires. Tous les collaborateurs sont encore en télétravail. Il va falloir se réinventer. Certains sont obligés. Nous, on a la chance de pouvoir avoir des capitaux propres qui sont assez importants et de la trésorerie pour pouvoir gommer ça sur quelques mois. Mais il ne faudrait pas que d'un point de vue concurrentiel, on reste sur nos lauriers ou on s'endorme sur nos lauriers et que derrière, on soit obligé de s'en rendre compte que dans 1 an ou dans 2 ans, que nos concurrents se sont réinventés et font mieux. Donc, on va tenter de nouvelles choses, ce qu'on a déjà fait, avec des nouveaux modèles de fonctionnement, nouveaux modèles économiques. Certains collaborateurs qui n'étaient pas spécialement pro-télétravail se disaient « Ah, c'est pas mal au final, le télétravail, d'une fois par jour ou quoi ». Et là, c'était un truc qui était né avant la période Covid, mais qui s'est accéléré pendant la période Covid, où on va créer une filiale, en fait, d'Empérience, prochainement, qui va offrir un nouveau service qui est plus dédié à de la maintenance préventive et curative, chose qu'on faisait un peu aujourd'hui, mais que l'on va professionnaliser et structurer pour la faire beaucoup mieux et proposer aussi des carrières différentes, si on souhaite, comme ces 2 métiers différents, à nos collaborateurs potentiellement en interne. Ce qui voudrait dire que ça pose encore la notion de mouvement. Si les collaborateurs veulent intégrer demain et qu'on a la possibilité déjà, ils auront la priorité en interne pour passer un cap et changer de métier, entre guillemets, mais avec une entité et ADN qui est vraiment commun pour le coup. Un bel exemple de communication positive aujourd'hui avec cette interview de Julien Cavador qui, je l'espère, donnera à toutes les entreprises près de chez nous un modèle pour se réinventer aujourd'hui, mais aussi surtout pour demain. Nous continuerons cette émission la prochaine fois sur le thème de la communication. Vous êtes sur Radio Clapas et vous écoutez l'émission L'économie au service de l'homme. Cette émission vous est proposée par le CJD, l'association de dirigeants d'entreprises qui s'engage pour mettre l'économie au service de l'homme et non l'inverse. Après ces témoignages d'entreprises pour une économie plus positive, voici quelques minutes d'entracte. Entre une touche d'humour avec Pépito et une touche d'inspiration légère avec la chronique Le Virus.
Tout de suite, Bérénice, Richard et Yannick ont fait voyager pour vous la mascotte du CJD, Pépito. Je suis un super JD, je m'appelle Pépito. D'habitude, je participe à toutes les fiestas, je vais de boîte en boîte. Je suis l'ami intime de 5000 dirigeants. Retrouvez mon actu sur Facebook @Pépito, le super JD. Notre cours de grammaire et de conjugaison adapté à la fiscalité. J'ai écrit sur mon tableau cette phrase. J'ai payé mes impôts au trésor public, virgule, l'État est ruiné, virgule, et bientôt, je n'aurai plus de sous. Nous allons analyser la grammaire fiscale de cette phrase. Vous remarquerez que même si les impôts sont indirects, ils sont toujours payés directement par le sujet. Quand le passé n'est pas simple, le présent devient imparfait et le futur à prendre au conditionnel. Révisez ça. Récréation pour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, j'espère déjà que vous allez bien. Alors moi, pour répondre à la question qui m'a été posée... Ça date un peu, mais mon record de confinement, c'est 9 mois. Et puis, ce qui est assez drôle, c'est que moi j'avais le rêve d'être institutrice quand j'étais plus petite. Et puis là, je suis maîtresse à la maison. Voilà. Donc mon élève est vraiment top, c'est sympa. Je vous fais des gros bisous et puis j'espère avoir de vos nouvelles très rapidement. Ciao, ciao. Papa, maman, cet après-midi en SVT, on a fait un cours sur les groupes sanguins. Vous devinerez jamais. Vous êtes apéritif. Merci Yannick, merci Pépito et merci de nous faire un cocktail d'humour et de première fois de confiné. On a hâte de vous suivre, même déconfiné. Je suis Virginie et la radio est effectivement une nouvelle joie pour moi. Voici votre chronique Le Virus qui, je l'espère, vous titillera les sens. Sens dessus dessous. 4 petites lettres pour tant de sens. Le sens, on le cherche, on part en quête, ou pas d'ailleurs, mais lequel d'abord? La vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, le goût, le chaud, le froid, la faim, la soif, ou encore même l'intuition? Le sens, on l'emprunte aussi comme un chemin pour suivre une direction. On l'adopte pour mieux vivre ensemble, comme un code sur la route ou pour écrire et lire. Le sens peut nous paraître bon, commun, double ou à contresens. Finalement, il peut très vite aller tout azimut. Il y en a des sens au sens, et telle une voiture qui a soif, nous avons besoin d'essence. D'être humain à être humain, on peut bien s'avouer s'être frotté aux questions fondamentales du sens de notre vie. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Et même pourquoi travaille-t-on? Mais pour cela, les philosophes et bien d'autres personnes nous connectent à des bouts de réponse. Et il y a aussi les Monty Python qui ont fait ce film The Meaning of Life, le sens de la vie, et qui osent crucifier sur la croix, y chanter « Always look on the bright side of life ». Prends toujours la vie du bon côté. Eh bien, au bord du déconfinement, semi-déconfiné, post-confinement, c'est sûrement quelque chose qui fait sens. Qu'est-ce que j'ai trouvé de bon dans cette situation inédite? De quoi ai-je souffert ou manqué? Qu'ai-je appris ou découvert sur moi? Qu'est-ce que je veux maintenant? Prendre un moment pour se poser ces questions pourrait bien éclairer quelques obscurités dans nos vies. Alors vous savez, pas de risque à essayer. On n'est pas à l'abri d'un mieux-être, d'un esprit plus clair, voire même d'une révélation. La méditation, parfaite activité de confiné, permet d'explorer quantité de sens. Elle offre un moment en suspens, hors de l'activité quotidienne, pour ressentir. On se donne un rendez-vous, du temps à soi-même, il n'y a pas de raison. On commence par se mettre au calme, puis essayer de ressentir notre corps, notre environnement, nos émotions. Les grands mouvements arrêtés permettent de découvrir un autre monde de micro-mouvements et de nuances invisibles à l'œil et qui se passent en nous. Alors ils existent déjà, rien de nouveau, mais juste prendre conscience qu'ils sont là et les écouter résout bien des problèmes. Alors ça ne vient pas tout de suite. Au début on se dit des choses comme « Tiens, respirer, ça fait du froid au bord des narines. Oh, il y a un oiseau qui chante. Oh là là, qu'est-ce que c'est long. Faut pas que j'oublie de décongeler du pain. Mais la voix me dit qu'il faut laisser passer ses pensées, elle est marrante, elle.
Bon allez, je le note et on fera comme si de rien n'était. Oh, j'ai le visage qui se relâche, je n'avais même pas réalisé qu'il était aussi contracté. C'est vraiment un coup à se faire des rides pour rien, ça. Oh, en tout cas, ça fait du bien. Au début, on se dit qu'un peu de relaxation pour affronter le monde extérieur, c'est pas mal. Mais on ignore encore que cette voie donne progressivement un sens à nos questions, à notre vie, à notre relation aux autres. Et alors qu'on a les yeux fermés, on explore notre monde, un monde incroyablement plus passionnant que ce que l'on pensait. Alors que nous maîtrisons à peu près l'horizontalité dans nos vies, ce qui nous lie les hommes les uns aux autres, la méditation donne un autre sens, un équilibre en faisant de nous un trait d'union à la verticale. Un trait d'union entre la terre en dessous et le ciel au-dessus. Ceci est juste une invitation, mettons nos sens dessus-dessous. Votre entracte est terminé. Vous êtes sur Radio Clapas et nous voilà dans la troisième et dernière partie de notre émission, l'économie au service de l'homme. Et non l'inverse, c'est l'engagement commun des 5000 dirigeants d'entreprises actifs dans le CJD, l'association qui vous propose cette émission. Pour votre rubrique de retour à la maison, une fois n'est pas coutume, Sandrine a fait venir ici pour vous un invité d'honneur tout à fait particulier. Sandrine, l'antenne de Radio Clapas est à vous. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, cette semaine, je suis allée à la rencontre de Grégoire Long. Il est à la fois le créateur et le gérant de l'agence de communication Teaser depuis le 1er avril 2008 et aussi le président de Radio Clapas. Alors déjà, bonjour Grégoire. Bonjour Sandrine. Et merci d'avoir accepté de répondre à mes questions dans notre rubrique de retour à la maison. Alors vous êtes un peu un homme de l'ombre au sein de cette radio, comme une grande partie de l'équipe d'ailleurs de Radio Clapas. Eh bien aujourd'hui, Grégoire, il m'a semblé intéressant de vous donner la parole afin que toutes celles et ceux qui nous écoutent puissent aussi aller à votre rencontre. Grégoire, vous êtes président de Radio Clapas et comme beaucoup d'entrepreneurs et de citoyens, vos activités ont été bousculées, bouleversées parfois avec ce virus. Et alors que Radio Clapas se veut une radio sociale de proximité, et donc la radio qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas, eh bien moi j'ai plusieurs questions. En tant que président de Radio Clapas, comment vous avez réussi à garder l'identité d'une radio comme Radio Clapas depuis plus de 40 ans, tout en la faisant évoluer avec son temps? Racontez-nous comment vous avez conservé l'essence même de Radio Clapas. Cette radio, elle est escalée par tout le travail des différents conseils d'administration qu'il y a eu depuis 40 ans et qui est indéniable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Radio Clapas est la première radio locale associative à Montpellier. Donc déjà, on ne peut pas renier tout ce travail qui est considérable, puisque moi, je ne suis, comme tous les présidents, un président de passage, et donc je suis président depuis 5 ou 6 ans. Donc effectivement, ma priorité, ça a toujours été de faire en sorte de conserver ce qu'est l'essence de Radio Clapas, de jamais le transformer. On est une radio sociale de proximité, comme vous avez dit, citoyenne et culturelle. On donne la parole donc de manière, pour tout ce qui est culture et citoyen, à des gens qui ne l'ont pas. Donc ça, c'est un peu banal de dire ça, mais en gros, la musique qui passe chez Énergie ne passe pas chez Clapas, et inversement, il faut de la place pour tout le monde. Donc, comment arriver à préserver ça? Pour moi, déjà, la base, c'est qu'on est une radio sans publicité et on continuera à être une radio sans publicité. Il y a quelques règles qui ont été élaborées il y a longtemps et qu'on essaye de conserver, comme une règle simple, ne jamais donner le micro au Front National, à l'extrême droite au sens large, on va dire. Donc voilà des règles. Après, c'est vrai que comment faire aujourd'hui en 2020 pour conserver l'identité de la radio tout en la préservant, tout en la développant? C'est compliqué. Parce que moi, ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, en tant que radio locale associative, soit on est une radio faite 100% de bénévoles, c'est pas que c'est bien ou pas bien, mais c'est un choix. Soit on fait le choix d'avoir des salariés, Radio Clapas a 5 salariés, dont 2 journalistes avec carte de presse, donc c'est 5 familles à nourrir. Et si on décide de partir là-dedans, eh ben il faut
tout mettre en place pour pouvoir préserver ça. Et pour pouvoir préserver ça aujourd'hui, on ne peut plus compter que sur des subventions d'institutions, etc. Il faut être créatif, il faut être inventif, il faut créer de nouvelles choses. On parle que de ça en ce moment, comment transformer, etc. C'est la même chose. Voilà, il faut continuer à créer de nouvelles choses tout en préservant ce qu'est cette radio. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Alors ça a dû l'être d'autant plus avec justement ce confinement. J'imagine que ça a dû complètement bousculer la façon dont vous programmez les programmes de Radio Clapas. Ouais. En tout cas, moi, ce que je trouvais intéressant de vous poser comme question pour nos auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent, c'est comment vous avez justement, avec ce confinement, orchestré cette programmation depuis le début. En fait, Radio Clapas, c'est plus de 40 émissions par semaine qui sont produites dans les locaux. Donc, c'est plus de 60 adhérents. Et la première difficulté, le premier choix difficile, ça a été de dire la radio, elle est fermée aujourd'hui pour les adhérents. Parce que Radio Clapas, c'est plus de 100 personnes par semaine qui passent dans les locaux. Donc, tout ce qui est sanitaire, on peut imaginer tous les problèmes. Puis un micro, ça embarque pas mal de choses. Donc, on peut pas se permettre. Donc, ça, c'est la première décision qu'on a prise et elle est ferme et définitive jusqu'à septembre. Donc, ça, c'est compliqué déjà à choisir. La deuxième chose, c'est les salariés. Alors, les salariés, moi, tout de suite, ma première chose qui m'est venue, c'est maintenant que Radio Clapas doit montrer encore plus que d'habitude qu'elle est culturelle et citoyenne. Et donc, on est obligé d'agir et de faire quelque chose. Donc, on a réuni avec le conseil d'administration, on a réuni les salariés, les parties prenantes, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et on a créé ce fameux programme qui s'appelle « Confiner mes citoyens, confiner mais cultiver ». Et donc, depuis le début du confinement, les équipes de Radio Clapas, principalement les salariés et un peu certains bénévoles, fabriquent 4 heures de programmes originaux par jour. 4 heures de programmes originaux, 2 heures le matin pour les adultes et 2 heures l'après-midi pour les enfants. Donc, c'est fait de cours pour les enfants, d'émissions documentaires pour les adultes, mais aussi tous les jours à 11h30, une interview d'initiatives locales. Donc, on peut retrouver actuellement sur la page des podcasts de Radio Clapas une page dédiée aux podcasts des interviews d'initiatives locales. Et là, on est vraiment au cœur du métier de Radio Clapas, c'est-à-dire relayer qu'est-ce qu'il se passe dans toutes les institutions, nos partenaires, les écoles, les chercheurs, les avocats, enfin, la liste est considérable. Et là, on a vraiment notre rôle, c'est-à-dire qu'on donne vraiment la parole aux gens et on informe les auditeurs sur ce qui se passe dans notre ville, au niveau alimentaire, sur tous les sujets. Donc, ça veut dire que vous avez su finalement conserver complètement le sens, l'esprit, la vision de Radio Clapas malgré le confinement. Exactement. Alors, je vais dire un truc un peu bateau, et c'est une idée que ma femme m'a donnée, alors c'est à elle que revient cet honneur, mais j'adore cette idée. Existe sens. J'adore cette idée-là. Voilà. Et moi, je fonctionne assez comme ça. J'ai besoin d'avoir du sens dans ce que je fais, d'où mon activité bénévole, qui est une charge considérable, puisque je suis responsable pénalement avant tout de tout ce qui se passe dans cette radio. Mais voilà, existence, pour moi, ça a beaucoup de sens, justement, puisqu'on parle de sens. Juste pour faire quelque chose, moi, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir du sens dans ce qu'on fait. Et Radio Clapas, peut-être ça vient un peu de mon histoire personnelle. Ça, je ne sais pas, parce que je suis petit-fils de pasteur, donc peut-être ça vient de là, je ne sais pas, il faudrait que je fasse une longue analyse pour le réfléchir, mais comment j'en suis arrivé là ? Voilà, parce que j'ai besoin d'avoir du sens dans ce que je fais, je m'éclate dans mon agence, j'essaye aussi dans mon agence de communication d'apporter du sens dans ce que je fais, mais j'ai besoin de donner à la société quelque chose, et c'est ce que je fais à travers Radio Clapas. On va aller vers une subtile transition. Vous avez besoin de sens. Alors, ça tombe bien parce que c'est le thème de l'émission cette semaine. Vous êtes président de cette association et on oublie de dire qu'un président d'association, en fait, il est bénévole. Je crois que vous y passez beaucoup d'heures avec cette radio, en plus de votre rôle de gérant de votre agence de communication. Moi, ce que j'aimerais vous poser comme question là, c'est... J'ai cru comprendre que votre agence de communication, Teaser, est aussi investie dans l'aventure de Radio Clapas et que ça n'est pas seulement vous qui êtes bénévole pour Radio Clapas. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus ce que vous faites et surtout
comment vous avez su embarquer vos Ouais. collaborateurs? Et ben en fait, je reprendrai une phrase du directeur, donc Bruce Torrent, le directeur de Radio Clapas. En fait, quand je suis devenu président dans cette radio, la première chose que j'ai entendue, c'est, je vais être un peu vulgaire, mais c'est « Putain, on fabrique des perles toute la journée et personne n'est au courant ». Parce que c'est vrai qu'on fabrique des perles. Par exemple, on est la seule radio associative de France rattachée à un point information jeunesse, et à travers ce label-là, on a des actions qui sont extraordinaires. On est allé, par exemple, dans le quartier mineur à Villeneuve-les-Maglones pour faire des émissions avec des artistes et les jeunes qui sont en prison là-bas. Donc moi, en tant que gérant d'agence de com, c'est peut-être un peu logique que je prenne en charge cette partie au sein de la radio. Et mes collaborateurs de l'agence, je leur ai tout simplement dit, voilà, est-ce que ça vous dit de m'accompagner là-dedans? Et tout le monde a dit bingo, allons-y, parce que voilà, ils ont besoin eux aussi de faire des choses bénévoles et c'était une opportunité pour eux. Donc effectivement, j'ai embarqué les directeurs artistiques, les développeurs, etc. Et on a pris en charge la communication qu'on fait aussi avec certains de nos stagiaires parce que ça permet d'avoir un vrai terrain de jeu pour eux avec une certaine liberté et une pression pas trop forte. On a fait aussi des travails de workshop avec des écoles pour les 40 ans, avec IARSUP par exemple, on a fait travailler les jeunes là-dessus et c'était super. Donc comment je les ai embarqués? Je les ai embarqués en leur disant on s'éclate dans l'agence, on essaye de faire des projets qui ont aussi du sens, mais c'est bien aussi de donner du temps à cette radio. Tous les gens avec qui je travaille sont des Montpelliérains, ils sont tous pas grandis avec Clapas, mais voilà, ils connaissent Clapas. Et puis voilà, c'est une aventure humaine, donc comment j'ai fait? Je leur ai proposé, ils ont dit oui, on y allait, et voilà, on gère ça depuis quelques années, et on prend pas mal de plaisir à le faire. C'est un vrai terrain de jeu. Voilà, un des beaux projets qu'on a fait de communication, c'était pour les 40 ans de Radio Clapas. On a fait un film où on éteint la ville de Montpellier. Voilà, donc je vous invite à aller voir ce film. C'est grâce à une collaboration étroite avec Monsieur le maire et les services de la métropole, puisque aujourd'hui les services de la métropole ont un service de tournage dédié. Et donc ils nous ont aidés et on a éteint la ville. On a éteint la comédie à 4h du matin, on a éteint et on a fait un film magnifique qui dure 1h30, je vous invite à aller le voir, et qu'on utilisait en intro de tous nos événements de 40 ans. Donc voilà, et typiquement ce qu'on a fait et on prend beaucoup de plaisir à le faire. Voilà. Bravo et merci à la fois pour votre engagement, pour que cette radio puisse justement toucher un maximum d'auditeurs et d'auditrices. Merci pour vos témoignages, Grégoire. C'est vraiment une belle invitation, en tout cas, à adhérer à des associations, à cette association en l'occurrence. Donner de son temps aux autres, je trouve que c'est toujours incroyable comme aventure. Vous avez parlé d'aventure tout à l'heure, c'est quelque chose de puissant. On donne, on y gagne. Le plus important, c'est que chacun y trouve du sens pour pouvoir y trouver du plaisir, de la motivation et puis pour pouvoir justement mettre en place des actions. Alors, écoutez, moi, j'invite en tout cas tous les auditeurs et les auditrices de Radio Clapas à s'engager comme vous dans une association et puis à y prendre beaucoup de plaisir. Merci encore, Grégoire. Peut-être un dernier petit mot pour vous? Ouais, je voulais juste dire que si tout ça, c'est possible parce qu'il y a une équipe au sein de Radio Clapas et comme vous l'avez dit, une aventure humaine exceptionnelle. Et puis là, je sors un peu du champ, mais je suis président de Radio Clapas et je suis adhérent du CJD. Et je suis ravi que le CJD tienne une émission à Radio Clapas aujourd'hui. Ça, c'est une certaine fierté que j'ai et j'espère que ça va continuer longtemps. Donc, merci au CJD. Et de source sûre, le CJD est absolument ravi également de vous compter parmi ses adhérents. Merci à vous toutes et tous et à très bientôt. Merci Grégoire. Merci Sandrine. Et pour finir en douceur cette émission, restez avec nous encore quelques minutes, c'est l'heure de notre crise de calme. Céline nous fait découvrir cette semaine une nouvelle médecine douce, une liée au toucher, on peut maintenant en tout cas un petit peu plus. A tout de suite pour parler de shiatsu. Bonjour chers auditeurs de Radio Clapas, je suis ravie de vous retrouver pour notre rubrique Crise de calme. Chaque semaine, découvrons ensemble une technique de médecine douce pour vous aider à choisir celle qui vous correspond. Aujourd'hui, je vous présente une technique de massage asiatique, le shiatsu. Le shiatsu trouve ses origines au Japon.
Il est fondé sur le principe des flux d'énergie présents dans l'organisme. Le shiatsu se réalise par pression de certains points réflexes du corps. Il permet d'harmoniser l'énergie et ainsi de corriger les irrégularités de l'organisme. Selon la traditionnelle médecine chinoise, le corps est parcouru par des méridiens associés à un organe ou une fonction. L'énergie vitale circule dans les méridiens de manière plus ou moins fluide. Il arrive parfois que cette énergie s'accumule ou vienne à manquer dans certaines zones du corps. Cette mauvaise circulation entraînera alors des désordres physiques ou psychiques. Par des pressions, des étirements ou des appuis le long des méridiens, le praticien en shiatsu remet de l'ordre dans cette circulation et améliore l'immunité en général. Le shiatsu est avant tout une technique manuelle préventive. Les praticiens la recommandent pour réduire les états de stress et de tension, stimuler et renforcer le système immunitaire de l'organisme, mais aussi améliorer le bien-être de la personne en apportant une détente physique et psychique. Voyons ensemble comment se déroule une séance de shiatsu. Le praticien en shiatsu commence par procéder à un bilan de santé similaire à celui proposé en médecine chinoise. Par le questionnaire, l'observation, l'écoute et le toucher, le praticien va relever les déséquilibres à corriger. Après ce bilan préliminaire, la séance commence. Le patient est habillé de préférence avec des vêtements fluides et il est allongé sur un futon ou une chaise de massage. Le thérapeute procède alors à des mouvements, des massages ou des pressions plus ou moins appuyées sur des points de méridien et relance ainsi la circulation de l'énergie vitale. On ne reçoit jamais le même shiatsu en fonction des périodes de l'année, des besoins du jour ou des demandes faites lors du bilan. La séance se termine généralement par des conseils sur l'alimentation, l'hygiène de vie et parfois quelques exercices à réaliser en autotraitement. Il n'y a pas de contre-indication pour se faire masser avec la technique de shiatsu. Elle s'adresse à tous les âges. Une séance de shiatsu dure généralement 1 heure pour un coût d'environ 50 €. Le shiatsu n'est pas remboursé par l'assurance maladie, cependant certaines mutuelles proposent des forfaits spécifiques de remboursement de la médecine douce sur l'année. Vous l'aurez compris, le shiatsu est une médecine douce qui peut être utile à toute personne qui souhaite maintenir ou améliorer un niveau de bien-être physique et psychique. Alors que ce soit à but thérapeutique ou de relaxation, n'hésitez pas à essayer ce massage japonais qui vous apportera beaucoup de bien-être. Nous voilà déjà à la fin de cette émission dédiée à la question du sens. C'était le 3e des 9 thèmes de notre série basée sur le livre Le choix du vivant. L'émission sera rediffusée samedi à 17h et bien sûr vous pouvez retrouver tous les podcasts sur le site radioclapas.fr. Maintenant, il faut que je vous dise, quand nous avons conçu cette émission hebdomadaire, elle ne devait à l'origine durer que le temps de ce drôle de confinement. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que grâce à vous, chères auditrices et auditeurs, grâce à Radio Clapas et grâce au CJD de Montpellier, nous avons la joie de vous annoncer que nous pérennisons l'émission. Elle aura lieu désormais tous les 15 jours. L'économie au service de l'homme reste diffusée tous les mardis et les samedis à 17h. La prochaine édition sera diffusée donc dans 15 jours et portera sur la question de la communication, dans le sens le dialogue, la relation entre les personnes. Si vous avez des questions, des suggestions, surtout contactez-nous via les pages Facebook ou LinkedIn du CJD Montpellier. Merci aux jeunes dirigeants du CJD d'avoir créé ce projet pendant le confinement et de le faire vivre après. Enfin, un grand merci à toute l'équipe de Radio Clapas pour son accompagnement et cette aventure qui se poursuit. À mardi et d'ici là, prenez soin de vos proches et de vous.